Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Plaisir de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur cette nouvelle pratique finalement qui nous occupe, c'est-à-dire l'hybridation entre des formats présentiels et des formats plus distanciels. Je vais proposer quelques éléments liés à mon domaine d'expertise, à savoir bien sûr la pédagogie intégrée à l'éducation thérapeutique du patient, mais aussi à d'autres enjeux en formation continue en entreprise ou dans d'autres situations d'accompagnement d'apprenants. Vous le savez tous, on a vécu effectivement un énorme virage avec le confinement et la pandémie. Et à partir de là, la question s'est posée de savoir si c'était finalement une manière de compenser les difficultés de réunion, les difficultés de rencontre par des formats distanciels, ou si au contraire nous étions en train de vivre des nouvelles formes intéressantes, pertinentes d'enrichissement des pratiques. Pour certains, la difficulté, la dureté même de cette pandémie a provoqué des réactions peut-être des fois un peu épidermiques, assez émotionnelles. Pour d'autres, ça a été l'occasion de découvrir des éléments et de peut-être travailler sur le monde d'après, comme on a l'habitude de le dire, à savoir finalement l'utilisation des meilleurs éléments, des meilleures composantes, là où il est nécessaire de pouvoir les placer. Donc je vais essayer de mettre bord à bord, puisqu'on est sur l'hybridation, de mettre bord à bord ces questions de présentiel et de distanciel pour essayer de déconstruire peut-être, ou en tout cas de faire en sorte d'avoir un discours peut-être positif sur la complémentarité de ces approches. Dans un premier temps, de manière peut-être un peu caricaturale, mais je crois que l'après-pandémie a bien montré combien les personnes, quand elles se retrouvaient au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau des dynamiques éducatives, avaient souvent tendance à dire: «Ah, ça fait du bien de se voir en vrai, ça fait du bien de pouvoir échanger à nouveau dans une situation relationnelle classique». Et donc, c'est vrai que l'histoire de l'ETP, depuis sa constitution, repose beaucoup, beaucoup sur un modèle, ou en tout cas une philosophie qui consiste à considérer que la dynamique de groupe, bien sûr, il y a des formes d'éducation thérapeutique individuelle, mais globalement, la dynamique de groupe est un espace d'enrichissement. Ça provient de la psychologie sociale hein, et de toute la dynamique autour des démonstrations d'un psychologue comme Kurt Lewin hein, sur la capacité d'un groupe d'être effectivement peut-être plus dynamique, plus riche, plus solidaire aussi que des individus esselés. Ça repose aussi sur des modèles après coup liés plus aux dynamiques sanitaires comme les groupes de soutien, les groupes de parole, les associations d'entraide. Et donc, il faut se rappeler quand même que cette philosophie, cette tendance de fond est encore extrêmement présente. Elle a beaucoup d'avantages, hein, puisque même en pédagogie, on considère que le fait de travailler à plusieurs peut renforcer des processus, effectivement, d'échange, des processus d'apprentissage. Mais il faut toujours faire attention à ne pas rester bloqué finalement sur la qualité des relations humaines, sur l'intensité des échanges, de la prise de parole, comme des indicateurs finalement d'une éducation de qualité. Ce n'est pas parce que les personnes prennent la parole, ce n'est pas parce qu'elles discutent entre elles, ce n'est pas parce qu'il y a des moments de groupe de travail que de facto on peut considérer que le processus d'apprentissage est en route. Et donc, il peut y avoir, dans certains cas, j'y reviendrai tout à l'heure, des confusions ou des manques d'équilibrage par rapport à ces éléments. Mais bien évidemment, on apprend peut-être mieux à plusieurs, on est plus à l'aise aussi dans cette situation de maladie chronique, hein, où on vit avec d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés, qui sont renvoyées aux mêmes enjeux sanitaires, existentiels, thérapeutiques. Donc il est évident que la présence du groupe, le moment de partage, la possibilité d'être en situation de soutien est extrêmement important. Maintenant, on pourrait se dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un groupe de parole, un groupe de soutien, hein, une association de patients, pour être clair, et un processus d'apprentissage? Et c'est là où, effectivement, on peut se poser la question de se dire, est-ce que la pandémie, est-ce que les obligations de passer par des interfaces numériques
nous ont pas mis en évidence à la fois certaines limites dans nos pratiques éducatives et puis peut-être, dans certains cas, des opportunités ou des possibilités nouvelles qui s'offrent à nous. Donc, de nouveau, j'insiste, il ne s'agit pas de renvoyer, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais de considérer que nous avons un héritage assez important et qui peut, par exemple, je le dis souvent en formation en DU, ETP, par exemple, une des choses que les soignants me disent souvent, c'est que dans l'éducation, ce qui est très important, c'est d'écouter les patients. Certes, je suis tout à fait en accord avec ça. Le problème, c'est de savoir on écoute quoi et on propose quoi à la discussion. Parce que si on est sur un registre que l'on appelle en pédagogie un registre d'évocation, où les personnes racontent des expériences, relatent des épisodes, donnent, échangent sur des émotions, sur ce qu'ils ressentent, sur comment ils se sentent, c'est des éléments qui sont très importants. Mais le fait d'être dans une dynamique d'évocation ne m'amène pas peut-être à changer de point de vue. Et ce n'est pas parce que mon voisin va me dire qu'il fait différemment ou qu'il pense différemment que moi qu'automatiquement je vais le suivre. Il faudrait pour ça que j'ai confiance en lui, que je le connaisse, qu'il fasse figure un petit peu de référence pour moi, ou un peu de modèle. Donc, le simple fait d'être dans une dynamique d'évocation, d'écoute active, et de narration, on relate des éléments, ne suffit pas à considérer qu'il y a véritablement un processus d'apprentissage. Alors, je caricature à outrance, puisqu'on sait très bien que dans beaucoup de séquences de TP, il y a ce qu'on appelle des éléments didactiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des éléments d'explication venant des soignants, des experts, et puis il y aura aussi des exercices, il y aura des moments de mobilisation. Mais globalement, je tenais à vraiment insister en introduction sur ce sentiment que nous avons eu pendant la pandémie de perdre quelque chose de très important. Et ce quelque chose de très important peut être un petit peu l'arbre qui cache la forêt, si on pousse l'exigence, en se disant, mais finalement, à trop considérer qu'il faut que les patients s'expriment, partagent entre eux, discutent, réfléchissent, ça donne une impression comme ça, très dynamique, très constructive. Est-ce que pour autant les patients ont appris en termes de capacité pour gérer leur vie quotidienne avec la complexité des éléments qu'ils ont à intégrer? Donc, d'une certaine manière, il faut bien souligner que ces éléments sont extrêmement importants. C'est des valeurs dans la relation, dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans la dynamique de groupe qui sont extrêmement importants. Personne n'enlèvera ça. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de possibles confusions. Et notamment, par exemple, la confusion qu'il peut y avoir entre le temps de parole des patients, des apprenants, et le processus d'apprentissage. Ce n'est pas parce que des patients vont prendre la parole, beaucoup, souvent, que le processus d'apprentissage est présent. Il peut y avoir aussi des confusions sur, par exemple, des exercices. Ce n'est pas parce que des gens vont travailler en sous-groupe avec peut-être une connotation un peu ludique, comme ça, que forcément, ça va générer des apprentissages, donc des capacités d'action une fois de retour à domicile. Donc, il y a comme ça, on pourrait dire, des biais, dans certains cas en ETP, des biais. Et une des inquiétudes des pédagogues, dont je fais partie, c'est de se dire finalement, comme cette pandémie a été tellement violente, qu'on revient encore plus fort sur ces valeurs. Et revenant encore plus fort sur ces valeurs, on prend le risque de pousser au maximum ces éléments de dynamique, de relation, d'interaction, très importante, je le rappelle, mais peut-être au détriment d'autres éléments qui ont toujours été, il faut le reconnaître, qui ont toujours été relativement fragiles en ETP. Mais comme dans d'autres domaines aussi, en formation continue d'entreprise, donc l'ensemble du secteur éducatif est toujours en tension avec ces éléments entre former, enseigner, transmettre, animer des groupes et puis travailler et accompagner un processus d'apprentissage. Alors justement, peut-être un petit rappel, c'est peut-être évident pour vous, mais quand on prend vraiment l'axe, le focus sur le processus d'apprentissage, on est sur des éléments
Alors, j'en ai choisi quelques-uns, vous me direz, il y a peut-être aussi là un biais de sélection hein, en termes de sémantique, mais on voit bien que ce n'est pas forcément entièrement et totalement dédié à un processus lié aux interactions humaines. Hein, quand on dit apprendre, c'est se confronter. Hein, se confronter, attention, il y a un préfixe. Hein, donc, ah oui, on peut se confronter à quelqu'un, on peut se confronter à une image, on peut se confronter à un ouvrage, on peut se confronter à une expérience, on peut se confronter à beaucoup de choses. Mais c'est d'abord et avant tout un mécanisme individuel. Hein, et donc, il faut que quelque chose, d'abord et avant tout, se passe pour l'individu dans une rencontre. Alors, effectivement, il y a rencontre, mais ça ne suffit pas de rencontrer. Hein, et pour donner quelques exemples, on voit bien, par exemple, que des patients vont être, comme nous tous, hein, vont être tout à fait intéressés, voire même confortés par la prise de parole d'un autre patient qui va dire la même chose que lui. Ah oui, oui, moi, ça m'est arrivé la même chose. Je vis exactement cette situation. C'est le principe du groupe de soutien. Hein. C'est le principe de l'empowerment, c'est-à-dire de donner à la personne, effectivement, le sentiment qu'elle n'est pas seule et qu'elle puisse s'appuyer sur une expérience partagée. Maintenant, quand cette expérience ou quand ce comportement n'est pas, entre guillemets, adéquat pour la gestion du traitement ou pour l'hygiène de vie, ben, ça ne produit pas de rupture, ça ne produit pas hein, de dissonance, comme on le dit, hein, de dissonance cognitive dans l'esprit de la personne. Ça ne fait que confronter un tout petit peu, mais ça fait surtout consolider hein, les idées des personnes. Donc, il faut faire très attention parce qu'en général, la dynamique de groupe, elle a plutôt tendance, si elle n'est pas organisée de manière pédagogique, à générer des renforcements d'idées plutôt que des disruptions ou des dissonances dans les propos ou dans les avis. Donc se confronter, c'est pas facile, c'est pas drôle, c'est pas très agréable. Hein, d'entendre effectivement ou de se rendre compte, le fameux « il faut que les patients prennent conscience de », bah, prendre conscience, c'est pas drôle, c'est pas agréable. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'on essaye d'éviter ça. Donc, on va faire alliance, on va aller chercher des gens qui pensent comme nous, on va se réfugier dans des solutions qui nous conviennent. Donc, de nouveau, de manière très caricaturale, hein, si on ne fait que de la dynamique de groupe, hein, si on valorise à outrance ces éléments-là, on risque bien de rater en partie, en tout cas, tout ou partie, cette dynamique très particulière qui est la confrontation. Avec un synonyme qui pourrait être, par exemple, se remettre en cause. Vous voyez, se remettre en cause, ça nécessite quand même qu'il y ait d'abord une certaine disponibilité, hein, pour le faire, intellectuelle, mais aussi émotionnelle, une certaine sécurité. Donc, bien sûr, que si on est dans un groupe où la confiance s'est construite, où on sait qu'on peut s'exprimer, on sait qu'on peut réfléchir ensemble, c'est tout bénéfice. Mais attention, être à l'hôpital avec des soignants en blouse blanche, devant d'autres patients que je ne connais pas beaucoup, puisqu'on vient de se découvrir dans l'atelier qui est organisé, et commencer à se remettre en cause, c'est pas d'un naturel tout à fait facile. Donc, on pourrait se dire que peut-être la remise en cause, elle commence déjà peut-être tout seul devant son miroir le matin, devant sa glace à la salle de bain, plutôt qu'en exposition devant des personnes. Là encore, hein, à aucun moment dans mon propos, il s'agit de contester l'approche collective, hein, mais de toujours, et j'y reviendrai sur cette métaphore de la balance, de bien réfléchir aux équilibres entre la dynamique interpersonnelle, relationnelle et la dynamique d'apprentissage beaucoup plus cognitive. Hein. D'un côté, on a du psychosocial et de l'autre, on a du cognitif. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est complémentaire, hein, mais ce n'est pas forcément aussi bien équilibré toujours. Raisonner, élaborer, ça pose aussi une autre question. Hein. Raisonner, élaborer, c'est des choses qui depuis longtemps sont travaillées dans les formations 40 heures des soignants, dans les DU. Hein. On travaille vraiment sur cette pédagogie active. Et loin de moi l'idée de contester le fait qu'il n'y aurait pas forcément ce genre d'approche en éducation thérapeutique. Par contre, ce que je constate, au-delà même de l'ETP, et je le vis moi-même en tant que formateur
à l'université, dans des formations continues d'adultes, c'est que par exemple, quand vous faites un travail de groupe, vous donnez une consigne, c'est pas toujours évident que la production soit aboutie. Vous voyez par exemple des personnes qui, au sein d'un groupe de travail, vont chacune prendre des notes dans son coin. Ils vont discuter, ça, oui, ça discute, ça rigole, on élabore des choses, mais chacun. Alors oui, après on peut dire, ok, il y a un script, il y a un rapporteur avec un papier, vous produisez. Mais c'est jamais forcément très abouti. Et là, on voit peut-être que travailler en groupe, si on prend vraiment la référence de la pédagogie par projet, par exemple, où on met pendant quelques minutes des personnes en situation de gestion de projet, micro-projet en groupe, il y a beaucoup d'implicites, quoi. Il y a beaucoup d'implicites. Qui est le leader? Comment on prend la parole? Est-ce que toutes les idées sont bonnes à prendre? Est-ce qu'on fait une sorte de melting pot où on met toutes les idées dedans? Ou est-ce qu'il y a des idées qu'on doit éliminer? Comment on s'y prend? Comment on décide? Qui écrit quoi? Quel est le pouvoir de celui qui écrit? Quel est l'aboutissement, le degré de précision de la production? On dit bien en pédagogie, pour qu'il y ait un apprentissage, il faut que les choses soient produites, pas simplement énoncées, pas simplement évoquées, pas simplement lancées sur la table. Il faut qu'il y ait une sorte d'image résiduelle à la fin, une sorte de livrable, comme on dit en gestion de projet, assez abouti. Comme ça fige un petit peu les idées, ça fixe un petit peu le propos. Donc, cette dynamique de la pédagogie, un peu, excusez-moi, en groupe sur le bord d'une table, comme on peut le faire de temps en temps, elle pose des questions et tout d'un coup, on pourrait se dire, est-ce que véritablement, c'est toujours des bonnes stratégies? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être intégrer des outils? Voilà, on commence à sentir un petit peu que le numérique, c'est pas que de la distance. Le numérique, c'est peut-être aussi des interfaces. J'y reviendrai tout à l'heure. Des interfaces dans le travail présentiel. Et là, on commence à voir des possibilités d'augmenter l'efficacité, d'augmenter la rigueur du travail pédagogique, parce que jusqu'à présent, selon les cas, et de nouveau, je généralise un petit peu, on peut se dire finalement, on était plutôt préoccupé par l'idée de lancer des participants en groupe, plutôt que vraiment de se dire qu'est-ce qu'ils produisent, dans quelles conditions ils le produisent, et qu'est-ce que ça donne en matière d'apprentissage pour la suite, c'est-à-dire le transfert de ce qu'ils apprennent une fois de retour à domicile ou dans leur vie quotidienne. Et puis, effectivement, être déstabilisé. Être déstabilisé, ça peut être, ça doit prendre, ça peut et ça doit, d'une certaine manière, prendre des formes qui sont peut-être réparties sur les différents sens, visuel, auditif, kinesthésique. Peut-être qu'on doit être déstabilisé en étant un tout petit peu plus soi-même concerné. Je pense notamment peut-être à des stratégies. Alors évidemment, ça peut tout d'un coup coûter cher ou donner un peu le vertige, mais c'est vrai que peut-être on sera plus déstabilisé par une simulation ou de la réalité augmentée avec un masque, parce qu'on est vraiment immergé dans un univers, tout d'un coup, il faut réfléchir, plutôt que de commencer à discuter avec d'autres patients autour d'une table, voilà, on va se raconter comment ça va se passer chez ma belle-mère le week-end prochain, parce qu'il y a un anniversaire et puis qu'elle fait toujours très bien à manger et que je dois perdre du poids. On n'est pas dans le même niveau d'intensité, on n'est pas dans le même niveau de concernement, on n'est pas dans le même niveau de déstabilisation sensorielle, au sens large du terme. Et donc, tout ça renvoie effectivement à l'idée de se dire, il faut vraisemblablement du groupe, il faut de la pédagogie active, mais est-ce que ce que l'on a vécu de manière radicale dans une mise à distance systématique nous a pas obligés, et je peux en témoigner moi le premier, à être beaucoup plus précis, beaucoup plus créatif, beaucoup plus encadrant, beaucoup plus disponible et beaucoup plus dans le suivi des individus. Et de nouveau, je pense que la question de l'approche collective du patient, et moi je l'ai vécu il y a déjà 25 ans dans les hôpitaux universitaires à Genève, en diabétologie, puis après dans d'autres maladies chroniques, le modèle collectif du groupe de patients était très fort. Et il a fallu beaucoup de temps pour
avec Anne Lacroix, ma collègue, et moi-même, hein, Anne Lacroix, psychologue, hein, et moi-même, pédagogue, arriver à proposer aux équipes soignantes d'articuler le collectif et l'individuel en termes de renforcement, en termes de plan d'action, c'est-à-dire d'individualisation des propos. Parce que le problème d'un atelier en groupe, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de finir par dire des généralités qui concernent tout le monde. Et quand on commence, et c'est un problème que peut-être vous connaissez, hein, qui est un problème historique, pédagogique à l'école publique, hein, dès le plus jeune âge, c'est ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire comment faire avec des élèves qui ont des singularités, qui ont peut-être des niveaux qui ne sont pas les mêmes entre le très bon élève et le moins bon élève, et puis le corps central de la classe, comment faire pour leur donner un peu du sur-mesure en fonction de leurs besoins et de leur niveau, de leur vitesse de compréhension et peut-être de leur spécificité dans des sensibilités et des modalités de compréhension. La différenciation. La différenciation, c'est individualiser dans un groupe. C'est une activité extrêmement compliquée. Encore aujourd'hui, ça reste un défi pour les enseignantes et les enseignantes de l'école. C'est le propos de beaucoup de congrès et de colloques en pédagogie, en sciences de l'éducation. La différenciation. Et donc, cette question de l'individualisation par rapport au groupe, c'est une vraie question. Hein. Alors, c'est vrai que quand on est hospitalisé, ben, on peut avoir un petit moment de débriefing, mais quand on est en ambulatoire et que je viens pour un atelier, je dis n'importe quoi, le mardi après-midi, ben, je rentre chez moi après. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça continue tout ça? Hein, comment c'est renforcé? Et donc, on voit bien que plusieurs dimensions sont en train d'être questionnées, pour ne pas dire bousculées, en raison des outils qu'on a devant nous et puis de la manière dont on a dû fonctionner pendant la pandémie par obligation, en tout d'un coup prenant conscience que peut-être des choses peuvent être intéressantes. Donc, à ce stade, on voit bien que, et la métaphore de la balance, elle est là, hein, on voit bien que ce qu'on pourrait appeler l'ETP conventionnel, c'est-à-dire l'ETP classiquement présentiel avec un groupe de patients, a beaucoup de valeur, hein, je l'ai déjà dit, et puis peut apporter, hein, d'une certaine manière, une contribution très très riche. C'est la contribution psychosociale, hein, c'est la contribution de l'individu dans un groupe, de l'espace d'échange, de l'accompagnement, du partage d'expériences, donc tout un préalable extrêmement nécessaire. Je le dis ici, hein, si vous voulez faire travailler des patients sur des situations de résolution de problèmes, par exemple, il faut quand même faire appel à leur expérience, parce que sinon, c'est un artefact qui est complètement vide de sens. Donc, l'expérience du patient, la discussion entre les patients de leurs expériences similaires à une situation de résolution de problème, eh ben, ça aide beaucoup. Donc, de nouveau, hein, le présentiel a vraiment des avantages, mais je dirais versus dynamique psychosociale. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut même continuer à travailler, mais on a quand même des limites. On a des limites temporelles, hein, on a un peu une approche événementielle, hein, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Voilà, il n'y a pas tellement de suivi, on a un problème d'individualisation, je viens de le dire. On a un problème peut-être de processus interne aux personnes, hein, puisqu'on va plutôt aller vers l'affiliation plutôt que vers la différence, hein, plutôt que vers la contradiction. Et donc, on est dans quelque chose qui est relativement incomplet, si on voulait être assez critique. De l'autre côté, on a la possibilité, alors évidemment, tout ou partie, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire ce que l'on a fait dans la pandémie, on est en train de se dire, et c'est bien le principe de l'hybridation, hein, je vais y revenir tout à l'heure, c'est de se dire, on a des possibilités. Alors, quelles sont ces possibilités et qu'est-ce qu'elles vont nous apporter en plus pour enrichir, consolider, ancrer le travail plus traditionnel, plus présentiel? Ce que l'on constate globalement avec le passage au tout distanciel pendant la pandémie, en gros, c'est que vous ne pouvez pas faire un atelier, une journée de formation. Hein, donc moi, j'ai fait ça pendant 2 ans à semaine comptée. Vous ne pouvez pas faire de l'éducation, de la formation à distance
en faisant que de la visioconférence où vous présentez et puis de temps en temps on discute. Donc, on voit quand même assez nettement un travail presque naturel, hein, presque une sorte de stress hein, des éducateurs, des formateurs comme moi-même, de se dire, il faut absolument que je reprenne mon scénario de cours. Je ne peux pas faire en visio ce que je faisais dans la salle, quoi. Donc, tout d'un coup, comme on est à distance et qu'il faut réfléchir à comment mobiliser les personnes, on n'est pas dans un lieu unique avec un temps partagé, on est sur des choses voilà, un peu plus compliquées, je dois penser à mon scénario. Et le scénario, ce qui est très particulier, par exemple, c'est qu'avec le distanciel, de nouveau, c'est pas une règle absolue, mais avec le distanciel, c'est ouvert une brèche qui est quand même assez intéressante et qui a posé beaucoup de problèmes, qui pose beaucoup de problèmes à l'université, en entreprise, partout, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire travailler les gens, les participants, avant de venir, pendant qu'on est ensemble, et après? Et là, tout d'un coup, vous voyez, ça paraît tellement évident, mais vous voyez des possibilités temporelles s'ouvrir, beaucoup plus que le côté ramassé du début et de la fin d'un atelier entre 15 heures et 17 heures, tel jour à tel endroit. Ça, c'est la question des scénarios dans cette perspective de temps. Avec les scénarios, on voit aussi arriver des choses assez intéressantes. Alors, je parle de gamification parce que c'est vraiment le mot qui englobe. Alors, évidemment, il y a certains jeux ou certains serious games qui sont très chers et qui coûtent très cher à développer. Mais disons, globalement, même avec des petits artefacts, même avec des choses simples, on voit bien que tout d'un coup, à travers une vidéo, à travers des éléments multimédia, à travers peut-être des séquences qui ont été construites, parce que voilà, on avait le temps, entre guillemets, hein, d'une certaine manière, de reprendre ces éléments. Donc, on a mis les patients peut-être plus en jeu, alors en jeux digitaux, hein, plus en situation de devoir faire avec hein, des puzzles, avec des padlets, avec des choses comme ça. Euh, parce que on voyait bien que le présentiel n'était pas là, donc il fallait compenser d'une certaine manière. Et donc il y a des solutions, hein. On voit l'arrivée maintenant de beaucoup de jeux pour les enfants en ETP, hein, donc ils sont des jeux vraiment pensés pour l'éducation thérapeutique des patients. Et donc cette dimension-là, là. On voit aussi qu'il y a une certaine, alors c'est intéressant, une certaine ergonomie, hein. Alors voilà, vous savez tous comme moi, on a un groupe de participants, on décide de faire un travail en sous-groupe, peut-être qu'on a réservé des salles à côté. Alors, il faut se lever, il faut donner des consignes, les gens, ils vous regardent, ils ne savent pas dans quelle salle. Ah oui, puis c'est quoi la consigne? Enfin, il y a tout un univers comme ça, physique, logistique. On a vécu avec depuis des années, ça va très bien. Tout d'un coup, vous êtes sur un espace comme la visioconférence, vous pouvez constituer à la minute ou automatiquement des groupes, vous les mettez dans des salles où ils n'ont pas besoin de se déplacer, et puis ils peuvent recevoir des messages avec des consignes claires, voire même travailler avec une interface. C'est-à-dire, on leur donne un lien sur un Padlet, sur un document Google Form, sur une vidéo, vous vous rendez compte tout d'un coup, mais par comparaison, vous vous rendez compte que on s'est quand même bien embêté la vie dans ces moments d'aller-retour où les gens sortent, reviennent, passent aux toilettes, vont vite encore boire un café, traînent quelque part, discutent entre eux. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez tout d'un coup une autre solution, vous vous dites, ah ouais, on gagne du temps, c'est peut-être un peu plus fluide. Alors bien sûr, il faut maîtriser. Si je ne maîtrise pas l'ergonomie, bah, je vais être le premier stressé. Mais si je la maîtrise, je commence à me dire que ouais, ça peut être intéressant. Mais de nouveau, sans remplacer le présentiel. Mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, utiliser à certains moments, plutôt que de faire venir tous les patients dans un hôpital. Enfin, vous voyez, donc tout d'un coup, la question des lieux, des temps, la question de la logistique, la question de la fluidité des consignes et des outils, des supports pour travailler concrètement peut être intéressant. Donc ça va avoir un effet sur l'activation des patients, sur leur possibilité d'être peut-être plus présent quand même d'une certaine manière, hein. Moi, de nouveau avec peut-être un peu de critique, mais vous voyez que dans un groupe présentiel, ben, s'il n'y a pas beaucoup de scénarios, ben, les gens vont prendre la parole de manière un petit peu aléatoire. Il faut mettre du scénario, de la directivité si on veut que ça fonctionne. Donc, quand vous passez en distanciel, ben, vous avez tout de suite beaucoup plus d'outils parce que vous ne pouvez pas lâcher le groupe comme ça tout seul dans la discussion.
Donc, vous voyez, en fait, on a assez naturellement l'impression qu'en distanciel, on va plus sécuriser, on va plus travailler, on va plus affiner, alors qu'en présentiel, il y a une certaine forme, excusez-moi du terme, mais un peu de facilité. Et quand on met les deux choses bord à bord, bah, ça peut être intéressant. Et puis toute la question qui revient souvent, hein, l'évaluation, le suivi à moyen terme, les feedbacks, les renforcements motivationnels. Là, je pense notamment je participe à une petite cohorte, une étude avec des patients dans les Pays de Loire, simplement sur des questions de suivi à distance, hein, télémédecine et objets connectés, podomètre, prise de tension, balance pour poser le poids. C'est impressionnant de voir combien les patients entrent dans ce système à la fois de motivation, hein, parce que c'est vrai que voilà, vous avez un retour par une machine, hein, un podomètre, une balance, et puis vous avez, puisque l'objet est connecté, alors avec toutes les limites éthiques bien sûr qu'on peut discuter, mais si c'est fait correctement, vous avez du feedback, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler sur un forum avec d'autres patients, avec un soignant, faire du renforcement. Il n'y a pas besoin de venir. Hein, et on est dans cette relation où on peut effectivement partager des informations tout en étant dans un travail de motivation. Et puis, le cas échéant, de créer une séance pour faire là en groupe un petit point de situation et puis travailler sur les apprentissages réalisés ou sur les compétences, les capacités à développer. Donc on voit, hein, enfin, j'espère que vous voyez finalement, non pas de mettre en opposition le présentiel et le distanciel tel qu'on l'a vécu, mais de considérer que ce que l'on a dû faire en situation d'urgence dans la pandémie nous a mis quand même devant une boîte à outils et une manière de penser l'ETP dans le temps, dans l'espace et dans la pédagogie un petit peu différente ou en tout cas potentiellement enrichie. Donc le distanciel, s'il fallait un tout petit peu comme ça caricaturer ou faire une nomenclature, bah, peut-être la première chose qu'on peut se dire bêtement, c'est que bah, le patient, il est chez lui, hein, derrière son écran. Alors oui, il y a un écran. Ah oui, on ne peut pas serrer la main, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut pas se sentir, se toucher, mais il est quand même chez lui. Il est dans son salon, dans son bureau, il est chez lui. C'est son domaine, sa zone de sécurité. Parce qu'aller dans un hôpital quand vous n'êtes pas soignant, ça vous fait quand même monter la pression artérielle quand même, hein. Je veux dire, vous avez un niveau de stress qui monte, même vous savez que si les gens sont sympas, qui sont là pour vous aider, mais voilà, puis après on vous pose des questions bizarres, la personne est en blouse blanche, enfin, on sait très bien que les gens ne sont pas rassurés. Donc, bêtement, de pouvoir alterner, hein, et je pense que ça, c'est un mot très important. En ingénierie de la formation, on utilise beaucoup le terme d'alternance. Hein, vous l'entendez certainement dans la formation professionnelle, des stages alternés hein, entre le travail et la formation. Des alternances entre apprendre à domicile, hein, faire de l'ETP à domicile et venir de temps en temps à l'hôpital hein, ou dans un lieu socio-sanitaire. Cette alternance des lieux a des effets sur l'implication et sur le niveau de sécurité, hein, sur le sentiment de sécurité des patients. Donc, bêtement déjà, de se dire, est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir peut-être plus de patients qui ont moins de déplacements à faire, qui sont peut-être moins stressés d'entrer dans des programmes éducatifs parce qu'ils le font à partir de chez eux. Et c'est à nous de respecter cette dimension domestique, hein, qui est la leur, hein, d'une certaine manière, en les aidant. Deuxième chose, classiquement, hein, mais on sait très bien que le digital renverse complètement le rapport au savoir. Globalement, le digital, bien sûr, on a tous à un moment ou à un autre dû remplacer un cours par un cours distanciel et puis on a fait la conférence. Voilà ce que je suis en train de faire devant vous. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que le distanciel, il permet de donner et de mettre à disposition des informations sans devoir les transmettre nous-mêmes. Et une capsule vidéo, et un article, et une possibilité de lecture d'un document, et la remise d'un PowerPoint éventuellement avec, peu importe. On peut mettre à disposition de l'information, du savoir, sans être présent. Ce qui laisse la personne dans la possibilité d'aller chercher ou pas. Et vous savez combien le paradoxe est fort entre ce que nous disent les soignants quand ils disent, vous vous rendez compte, les patients, ils cherchent des traitements, des informations sur Internet, ils en savent bientôt plus que nous et ils nous l'imposent. Et de l'autre côté, quand ils viennent en ETP, ben, c'est nous qui donnons l'information. Donc on se dit, pourquoi ne pas utiliser cette détermination, cette autodétermination des patients à vouloir chercher de l'information? On peut leur créer des petits espaces, hein, avec des capsules, des éléments, et puis ils peuvent piocher dedans. Tout ça, ça ne fait pas de l'ETP. Ça fait une partie de l'ETP.
Mais c'est ce qui nous amène à ce qu'on appelle en pédagogie la classe inversée, hein. La classe inversée, c'est d'abord, vous lisez et vous prenez connaissance des éléments chez vous, et puis ensuite, on se réunit en classe ou en situation, en groupe, et en fait, on va discuter, renforcer ce que vous avez lu par vous-même, hein. Et donc, on renverse complètement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de venir à l'hôpital pour suivre un cours, hein. Je suis le cours à la limite où je lis des choses avant, et quand je viens en ETP, c'est pour discuter de ce qu'on a lu, de faire des renforcements, de préciser des choses, de faire des petites synthèses ensemble. Donc, on est dans quelque chose de très différent du point de vue du rapport au savoir, du rapport à l'information. C'est des aventures ouvertes, hein. Il y a des possibilités infinies de lancer les gens dans des aventures, des recherches, les mettre dans des jeux, faire des petits processus avec des étapes, hein. D'abord, vous lisez ça, ensuite, vous répondez à ce questionnaire, après, vous regardez cette vidéo. Enfin, on peut imaginer plein de choses, hein, qui sont à côté, à la place ou en plus de l'ETP présentiel, hein. Mais les aventures sont ouvertes, elles sont ouvertes dans le temps, je peux les faire quand je veux, le week-end, le soir, la journée. Elles sont peut-être aussi plus originales que ce qu'on peut faire des fois de manière limitée dans une salle ou dans un espace clos. Et puis, comme je le disais, les productions, souvent, hein, moi j'ai beaucoup travaillé sur les Padlet, sur les Google Forms et autres. La question est vraiment liée à la qualité des productions, hein, parce que en fait, on n'écrit pas sur des bouts de papier, on n'écrit pas sur des bouts de carton, on écrit sur des espaces digitaux avec un clavier. Tout bêtement, le fait d'écrire correctement des post-it, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça peut donner l'impression que c'est quelque chose de très normalisé, mais en même temps, en termes de lisibilité, en termes de partage, voire de traces dans le temps, parce qu'après, on peut envoyer les documents. Hein, vous pouvez toujours faire des photos, des flipcharts, vous pouvez toujours faire des photos, des papiers. Mais c'est assez intéressant de voir comment l'interface digitale, un Padlet ou un document ou un espace, va permettre de produire de manière beaucoup plus puissante et formalisée, même si on est à distance, voire même si on est en salle. Parce que moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste une pratique que je partage avec vous, c'est que je fais faire travailler des étudiants en présence, en salle, sur des Padlets, hein. Comme ça, ils produisent et après, on projette le Padlet à l'écran, en salle de cours. Et donc, vous avez une situation présentielle avec un travail de groupe dynamique et une production digitalisée. Et donc, on voit bien ici l'hybridation qui fait qu'on garde l'avantage des uns et on enrichit avec une interface. L'individualisation est très forte, pas forcément à la place, mais avant, après, peut-être même pendant, parce qu'on peut aussi donner des éléments, des temporalités, hein. C'est assez intéressant de voir que dans des petits groupes, on a eu, par exemple, des séances de coaching en parallèle d'une activité de groupe, hein. Quand vous êtes en visioconférence, vous mettez 8 personnes dans un groupe et puis vous en prenez une chaque fois tous les quarts d'heure, à côté, dans une autre salle. Vous pouvez le faire en présentiel, mais on n'osait pas tellement couper la dynamique de groupe. On se disait, tiens, ils sont en groupe. Là, tout d'un coup, on a des possibilités parce qu'il y a des allers-retours qui sont moins physiques, moins longues, il y a moins d'inertie, etc., etc. Et puis, les temporalités, hein, je l'ai redit, cette question, effectivement, de se dire l'ETP, ce n'est pas juste de 15h à 17h, ça peut être avant, pendant, ça peut être renforcé, voire même longtemps après. On peut rester sur des forums, on peut créer des petites communautés, ce qu'on appelle des communautés d'apprentissage, on peut renvoyer des éléments de renforcement, des petites informations. Enfin, on voit très bien, basiquement, à travers un groupe WhatsApp, ce que l'on peut faire. Donc, si vous imaginez des groupes de patients apprenants qui sont suivis dans le temps et pas forcément que dans des ateliers, mais dans du suivi simplement individualisé et qualitatif, on a des choses intéressantes. Donc, on voit bien que hybridation, ça veut dire aussi comodalité, hein. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que l'hybridation, c'est de réfléchir à des outils qui peuvent nous permettre d'avoir des séquences différenciées dans le temps, mais qui peuvent aussi permettre à des patients, comme moi aujourd'hui qui ne suis pas avec vous, d'être à distance, enregistrés ou en direct pour une visioconférence, hein. Un des modèles les plus puissants, hein, c'est le président Zelensky en Ukraine qui parle au reste de la planète en permanence depuis son bureau, ou en tout cas son commandement. Donc, on voit bien que cette histoire de possibilité d'avoir des gens en présentiel, des gens qui ne peuvent pas se déplacer, d'avoir des temps particuliers en présentiel, mais on travaille quand même sur une interface digitale pour produire quelque chose de qualité. On peut effectivement envoyer des éléments avant
la séance pour que les gens se préparent ou prennent connaissance d'éléments. Donc, on voit bien que l'hybridation peut être potentiellement assez riche. Et donc, si on regarde globalement, ce qu'on va voir essentiellement, c'est le fait qu'il va y avoir essentiellement de la créativité, c'est-à-dire que dès le moment où on a notre habitude de présentiel enrichie par des boîtes à outils et des solutions digitales, on voit que la créativité des éducateurs, elle augmente. Alors évidemment, il y a du tâtonnement, il y a des difficultés des fois d'acclimatation, mais la créativité augmente. Les interactions sont plus fortes. Étonnamment, les interactions sont plus fortes. Moi, j'ai eu des retours d'étudiants ou de participants adultes qui ont dit je vous remercie de la disponibilité et de la qualité des interactions. Je n'ai jamais été aussi bien suivi que pendant la distance. Alors oui, on a perdu le fait de se voir et de se sentir, hein, de se toucher, mais on était bien sûr dans une compensation. On l'a fait au niveau intrafamilial, on l'a fait au niveau professionnel. Donc on voit bien que les interactions, elles peuvent être plus durables, elles peuvent être mieux organisées, plus faciles aussi, plus fluides, mais elles ne sont pas forcément effectivement physiquement naturelles, hein, au sens d'être en présentiel. Mais ça crée quand même, hein, et les différentes études aujourd'hui sur le suivi montrent qu'il y a un certain nombre d'enrichissement des interactions, notamment dans le temps, hein, pour éviter ce phénomène un peu événementiel de la formation. Il y a une forte implication. Hein. L'individu est en zone de confort, est en zone domestique, il peut s'impliquer, il a accès à de l'information, il peut travailler sur des traces. Hein. Donc on est dans quelque chose qui quand même, il faut le reconnaître, implique beaucoup plus qu'une personne qui vient s'asseoir dans une séance plénière et qui va peut-être prendre la parole une fois 30 secondes. Donc, si la personne ne veut pas, elle a toujours la possibilité de se mettre en retrait, mais c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus impliquant, a priori. Hein, et donc, ça vaut la peine de le garder à l'esprit. Et puis, il y a cette autonomie, c'est-à-dire que plus on va utiliser des interfaces distancielles, plus l'individu va être un petit peu plus autonome dans ses apprentissages. Parce que ce qu'est le paradoxe, c'est que souvent en ETP, on parle de l'autonomie des patients, hein, pour leur vie quotidienne. Mais quand vous regardez les formats d'éducation thérapeutique, ils ne sont pas très autonomisants. On est tous en groupe, on doit tous faire la même chose en même temps, etc. Donc on se dit là, l'hybridation permettrait peut-être de donner plus d'autonomie, de temps, de solitude, de manière de s'organiser soi-même, hein, par rapport à l'ETP, et pas d'être un peu comme des moutons qui se déplacent en même temps en suivant le formateur. Donc créativité chez les formateurs, chez les éducateurs, plus d'interaction, de l'implication, en tout cas enrichie du côté des apprenants, et puis des processus plus autonomes d'apprentissage dans la perspective d'être autonome dans sa vie quotidienne. Donc vous l'avez compris, en conclusion, l'hybridation, elle est bonne pour les patients, hein, parce que d'une certaine manière, ça va enrichir le TP, mais surtout, elle est bonne pour les éducateurs et les éducatrices, parce que la boîte à outils et l'idée d'aller plus loin dans les basiques de la pédagogie vont s'exprimer. Reste qu'effectivement, il faut des moyens, reste qu'il faut du temps pour appréhender ces outils, reste qu'il faut un peu d'ergonomie dans le savoir-faire, bien évidemment. Mais ce qui est très frappant, et je termine avec ça, c'est que d'une certaine manière, le distanciel, le digital, malgré toute la dureté du confinement, nous a re-questionné sur la valeur du présentiel et surtout sur les exigences qu'on doit y mettre pour ne pas se laisser dans une facilité qui consisterait simplement à distribuer la parole et à faire parler. Ceci n'est pas de l'ETP, ce n'est pas des processus d'apprentissage, ce ne sont pas des processus d'apprentissage, on est plus dans ce qu'on appelle de l'évocation. Donc je vous souhaite effectivement bonne hybridation et bonne découverte dans ces univers qui ne peuvent qu'améliorer nos pratiques. Un grand merci pour votre invitation, bonne suite de journée.